Retour dans Politique avec notre partenariat l'Express et RFI et notre deuxième invité, Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes député de l'Essonne et vous êtes président de Debout la République et vous serez toujours interrogé par Frédéric Rivière et Christian Macarian. Donc Bonsoir. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Vous êtes l'homme qui, à l'instar d'Olivier Besancenot, qui vient de quitter ce plateau, ne varie pas, ne change pas, n'en démord pas. Avec la foi du charbonnier, il veut croire qu'il a eu raison avant tout le monde. L'Europe et la monnaie unique mènent selon lui à la catastrophe. Souverainiste gaulliste, souverain sans trône, il a quitté l'UMP il y a quelques années et monté sa petite boutique, car comme dirait l'autre, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Alors, chômage en hausse, croissance à l'arrêt, compétitivité en berne. Est-ce que dans le fond, tout cela, vous dites, c'est de la faute de l'Europe et la faute de l'euro? D'abord, ne confondons pas l'Europe et l'Union européenne. Oui, c'est la faute de l'Union européenne. Pas le continent, on est d'accord. C'est pas ce que vous telle voulez qu'elle dire. est construite. Parce que l'Europe en soi est un beau projet. Simplement, vous avez des personnes, des dirigeants, qui ont trahi l'idéal européen, qui prennent des mesures dramatiques pour le continent européen, qui précipitent les pays dans la crise, qui l'enfoncent, et qui s'étonnent après d'avoir des explosions sociales et des troubles politiques. Et je le dis depuis un certain temps, je l'ai dit à l'élection présidentielle, en gardant un euro surévalué, en se couchant devant l'Allemagne, en acceptant que Mme Merkel impose sa loi inique au peuple du Sud, on est en train de diviser les Européens, de leur faire perdre la bataille de la mondialisation, et donc on a les conséquences de ces actes. Et moi je propose depuis longtemps un autre projet. Non mais c'était pas ma question. Bah si. Non, mais oui, mais aujourd'hui le chômage, la compétitivité... C'est la conséquence, mais c'est la conséquence de l'Union européenne telle qu'elle est construite. L'euro surévalué, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre dévaluent tous leur monnaie. Sur notre territoire, ça veut dire mais c'est quoi, des conséquences très claires. C'est que le chômage de masse que nous connaissons est lié à la soumission du gouvernement français précédent et celui-là à des règles iniques, absurdes. Mais c'est une maladie française, le chômage, ça fait mais c'est pas une longtemps. maladie grecque, c'est pas une maladie espagnole, c'est pas une maladie italienne. Quand vous avez une monnaie unique qui n'est pas adaptée à la compétitivité de pays différents, eh bien très vite il y a divergence. Ça fait 10 ans qu'on applique ce régime, on voit bien le résultat. Alors vous avez la monnaie unique, vous avez le libre-échange déloyal, vous avez en plus le frein, on appuie sur le frein brutalement. Il ne faut pas s'étonner qu'on aille dans le décor. Cette crise, elle est aussi liée au problème de la dette. Beaucoup d'États se sont énormément endettés au cours de ces dernières décennies et sont face au mur. Donc la Commission de Bruxelles préconise de rembourser la dette pour relancer les économies. Donc il y a une phase difficile qui, théoriquement, doit tendre vers le mieux. C'est ça le projet, non? Savoir compter, ne pas dépenser de manière excessive, bien évidemment. Mais ce n'est pas ça qu'impose aujourd'hui Bruxelles. Ce qu'impose Bruxelles aujourd'hui, c'est une rigueur contre-productive. Monsieur Monti a perdu en Italie, il a augmenté la dette de 100 milliards d'euros. Et pourtant, il a appuyé sur le frein. En Grèce, la dette explose, alors même qu'ils prennent des mesures de rigueur pour soi-disant réduire la dette. Quant à la fameuse dette, elle est liée à quoi? L'excès de dépenses, oui, il y en a. Et il faut remédier à ça. Mais il faut le faire en douceur, progressivement. Et puis, il faut voir les recettes. Quand vous êtes en concurrence déloyale avec des pays comme la Chine, qui trichent avec toutes les règles du jeu, quand vous avez une monnaie trop chère et que les États-Unis, intelligemment, font baisser le dollar, eh bien vous avez des entreprises qui partent. C'est ce qu'on appelle les délocalisations. Et ça fait des recettes fiscales en moins, des recettes sociales en moins. Enfin, dernier point, quand vous avez l'euro qui vous oblige à passer par les marchés financiers, alors que sinon on pourrait très bien monétiser comme le fait l'Angleterre, comme le font les États-Unis, comme le fait maintenant le Japon. C'est-à-dire faire fonctionner la planche à billets. Non, non, monsieur. Ne pas payer des intérêts au marché financier et aux banques privées. Emprunter, quand le général de Gaulle a reconstruit la France après 1958, il empruntait auprès de la Banque de France, il remboursait le capital. Mais il ne payait pas d'intérêts exorbitants à des marchés financiers. Ouais. Ça veut dire quoi? Abolir la loi de 73, reprendre possession de la monnaie dans l'intérêt public, se protéger un minimum, accepter le libre-échange. La loi de 73, tout le monde ne le sait pas. Oui, la loi de 73, c'est qu'on a, à partir d'un moment, interdit à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France à taux zéro.
On avait mis plusieurs centaines d'années à obtenir cela. L'intérêt public exige l'emprunt à taux zéro. Et on s'est mis dans la main des marchés financiers. Donc on paye aujourd'hui les conséquences de la démission du pouvoir politique. Est-ce que c'est pas un peu facile, surtout sur ces questions techniques qui échappent à beaucoup de gens parfois, d'accuser l'Europe constamment? On va prendre 2 exemples. La France s'est fortement désindustrialisée au cours de la décennie 2000. Nous avons perdu 14% en matière de production industrielle. Oui. C'est tout de même très inquiétant et je ne vois pas où est le rapport avec l'Europe. Ensuite, quand vous dites qu'il faut assainir la situation, il me semble que les instances européennes sont en train de poser des règles et d'une certaine manière, peut-être sans vous rendre compte, vous faites appel à plus de fédéralisme, à plus de cohésion dans les politiques économiques intereuropéennes. Je n'ai pas dû être clair. Quand vous avez une monnaie, l'euro, depuis 2000, qui est surévaluée de 30% pour l'économie française, italienne, espagnole, vous croyez que ça n'a pas une influence? Quand Mme Merkel refuse au moins de mettre le niveau de l'euro au bon niveau pour l'ensemble des pays d'Europe, et la ligne, si je peux finir, je vous ai laissé, mais justement, pas la même compétitivité, pas la même démographie, pas la même démographie. Moi, je n'ai pas envie de vivre en Allemagne dans le suicide démographique. Je suis fier de la natalité française et j'estime que nous devons avoir une politique monétaire adaptée à notre pays, comme l'ont tous les pays du monde. Et si je veux finir, vous parlez de l'Europe. Qui négocie les accords de libre-échange de manière scandaleuse avec la Corée du Sud, avec la Chine? C'est bien l'Union européenne. Qui impose cette dérégulation permanente? C'est bien l'Union européenne. Donc maintenant, ça suffit. Il faut que les peuples se rebellent. Ils l'ont fait en 2005. Ils ont voté non. On ne les a pas écoutés. Alors, là peut-être que vous allez vous rebeller parce que la Commission européenne a pour projet donc, de contrôler les budgets nationaux. Alors, vous allez évidemment me répondre perte de souveraineté, mais est-ce que les pays en difficulté, comme l'Espagne, le Portugal et même peut-être la France, ce n'est pas une façon de les sauver d'eux-mêmes pour les obliger, un peu comme un gendarme, à respecter, alors soit les 3%, soit voilà, les budgets... Votre remarque est très juste. C'est un gendarme qui n'est pas élu par le peuple, par aucun peuple. Ou alors c'est un gendarme allemand. Donc c'est une dictature, et moi, quoi. Oui, c'est une forme de dictature soft qui se met en place. Et les peuples se réveillent. Et c'est tant mieux. Parce que non seulement c'est illégitime politiquement, totalement illégitime, mais plus grave, c'est inefficace. Parce qu'on le voit bien, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal et maintenant en France. Vous pouvez faire de la rigueur. Il faut parfois faire de la rigueur. Mais si en même temps vous avez une monnaie trop chère, vous aboutissez à ce qu'a fait Laval dans les années 30, et on a vu le résultat, 1935. Tous les pays du monde qui s'en sortent, moi je regarde le monde tel qu'il est, l'Angleterre, la Pologne, la Suède quand elle n'est pas dans l'euro, elle a réussi en ayant une monnaie moins chère. Les résultats des élections législatives en Italie, ça participe selon vous de ce réveil des peuples dont vous parlez? Écoutez, c'est quoi? C'est contre l'austérité? Ouais. Mais écoutez, en 2005, les peuples ont voté en France et en Hollande. Ils ont voté non. Le pouvoir politique, et j'ai quitté l'UMP à cette époque-là parce que j'étais en désaccord avec Nicolas Sarkozy, s'est assis sur le vote du peuple. Les socialistes auraient fait pareil. Ensuite, on a vu M. Hollande qui s'est présenté devant les Français en disant croissance. Il s'est couché devant Mme Merkel. Enfin, on voit l'Italie... Vous auriez fait quoi? Attendez, je vous réponds. Bien évidemment que je n'aurais pas signé un traité qui nuit à l'intérêt du peuple français et des Européens. Enfin, l'Italie, on le voit bien. Si l'Italie est dans cette situation, c'est parce que M. Monti, un homme de Goldman Sachs, copain de cette mafia de Goldman Sachs, qui a pris la Banque Centrale Européenne, qui a pris le gouvernement italien, qui est une pieuvre, a accablé l'Italie d'impôts inefficaces. Le peuple italien s'est rebellé en votant pour des hommes qui étaient là, qui ne sont pas obligatoirement la panacée, et aboutissant à une situation de blocage. Et moi, ce que je cherche à faire en France, du moins, c'est que l'on ne soit pas simplement dans la protestation, mais que l'on propose un projet alternatif raisonnable. Et je peux vous assurer qu'en regardant ce qui se fait dans le monde, il y a des pays qui réussissent, mais simplement ils se protègent un minimum, ils ont une monnaie pas trop chère, ils font des économies parce qu'il y a des abus en France aussi, et ils investissent dans l'avenir, dans les technologies d'avenir qui nous permettront de gagner la bataille mondiale scientifique du 21e siècle. Va faire éclater le système selon vous là? Je pense que cela viendra d'Italie, puisque les dirigeants français sont totalement
prisonniers de leurs dogmes, ou de la France, parce qu'en France, et je l'espère bien aux élections européennes, nous allons, j'en suis convaincu, ceux qui veulent une autre Europe l'emporteront aux élections européennes en France dans 1 an, et je ferai tout pour ça, parce que c'est une question de survie pour le peuple français et pour les Européens. Vous pensez qu'elle met en lumière ce rejet de l'Europe, enfin, ou de l'Union européenne? On le voit bien. Ceux qui aujourd'hui en Italie veulent sortir de l'euro sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Monsieur Grillo et monsieur Berlusconi ont clairement dit qu'ils voulaient sortir d'une façon ou d'une autre de l'euro. Ils sont majoritaires. C'est une révolution. Regardez ce que fait par exemple l'Union européenne, qui n'a rien à voir encore une fois avec l'Europe. On peut créer une belle Europe. Quand par exemple sur le plan alimentaire, ils imposent de nourrir les poissons avec de la viande de porc et de moutons. Quand on va faire venir, venir des États-Unis de la viande lavée à l'acide lactique, quand ces gens non élus, qui sont élus par personne, qui sont près de groupes d'intérêt, prétendent gouverner à la place des gouvernants et des chefs d'État élus. Enfin, il y a un moment, il faut réagir. J'ai bien compris votre discours. Vous aimez l'Europe, mais pas l'Union européenne. Oui, parce qu'elle trahit l'idée européenne. Très bien, mais qui est de paix et de progrès. Très bien, mais dans cette Europe, vous mettez quoi si vous retirez la monnaie, les mécanismes européens, globaux, économiques, sociaux, la sécurité alimentaire? Vous retirez tout. Qu'est-ce que c'est alors? Je vais vous dire. À quoi sert l'Europe dans la mondialisation? Elle sert à faire ensemble, avec nos amis allemands, italiens, etc., avec les peuples, ce que l'on ne peut pas faire seul. C'est comme ça qu'on luttera face à la Chine, au Brésil, aux États-Unis. Alors, par exemple, inventer la voiture propre, comme on a fait Airbus. Lutter contre le cancer, comme on a fait Ariane. Donc, il faut inventer le panneau solaire. Il faut un budget, alors, collectif. Non. Des coopérations à la carte. Airbus, qui est la seule réalisation réelle avec Ariane européenne. Ça s'est fait comment? Ça s'est surtout pas fait avec un budget à Bruxelles, avec la Commission, ces gens non élus, avec ces bureaucrates. Ça s'est fait d'État à État. Et moi, je crois que l'on reconstruira l'Europe à partir de coopérations, de projets qui feront aimer l'Europe aux Européens, parce que les Européens comprendront qu'en se mettant à plusieurs, mais 3, 4 pays, 5 pays, thème par thème. Et là, vous verrez que les Français retrouveront l'amour de l'Europe. Parce qu'elle servira à quelque chose, et elle servira surtout à affronter la concurrence de la Chine, de l'Inde, du Brésil, parce que c'est la vraie compétition mondiale du XXIe siècle. Parlons de la France et de la politique de François Hollande. On voit que toutes ces promesses, dans le fond, il ne pourra pas les tenir, ou elles ne sont pas tenables. Est-ce que, à votre avis, François Hollande doit sortir de l'ambiguïté, si tant est qu'il n'y est? Est-ce qu'il dit la vérité aux Français? Quand il disait les 3% en 2013, ce sera finalement 3,6%, la croissance 0,1%. Vous savez, François Hollande veut passer à travers les gouttes. Alors quand on est en période calme, c'est possible, mais quand vous êtes face au tragique de l'histoire, et on revient dans le tragique de l'histoire parce qu'on a des dirigeants faibles et incompétents, eh bien, ils ne passent pas entre les gouttes. On ne peut pas d'un côté... Vous voulez dire qu'il navigue à vue, en fait, c'est ça ce que vous voulez dire? Non, il ne navigue pas à vue, il pense qu'il va y avoir une reprise et que ça va s'arranger. Il y a une usine par jour qui quitte le territoire français. Une usine par jour. Il y a une immigration très forte qui n'est pas maîtrisée. Il y a une insécurité liée à la démission de l'appareil d'État. Et là, ce n'est pas la faute de l'Europe. Et donc, on voit bien que le système français est en train de prendre l'eau. Et François Hollande met des rustines. Il pense qu'en étant aimable, en ayant une personnalité attachante d'ailleurs, il va arriver à remettre le bateau droit. Non, il faut un traitement de choc pour relancer l'emploi en France et relocaliser l'emploi en France, en baissant notamment les charges des entreprises qui innovent, en ayant une vraie politique industrielle qui ne soit pas simplement un protectionnisme, ce que font tous les pays du monde qui réussissent. Ce retard est rattrapable? Mais bien sûr qu'il est rattrapable. Mais pourquoi il ne serait pas rattrapable? Regardez, beaucoup de pays s'en sortent, qui sont des plus petits pays que nous, et simplement qui ont une volonté et qui mènent une politique libre. Vous savez, on s'en sortira si on retrouve notre liberté. Mais il y a des efforts à faire. Ça ne se fera pas dans le laxisme généralisé. Ça veut dire contrôler nos frontières. Par exemple, éviter que l'accord de Schengen s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie au 1er janvier 2014. Cela veut dire donner du pouvoir à notre justice. Cela veut dire changer les lois judiciaires pour qu'on condamne les délinquants. Bref,
tout le contraire de ce que fait M. Hollande. Sur les questions économiques, Nicolas Dupond-Aignan, vous êtes conscient que vos idées sont extrêmement proches de celles de Marine Le Pen? Est-ce que ça n'est pas une forme de handicap? Sans aucun doute, pour certains, pas pour d'autres. Moi, je crois que le patriotisme est la seule solution pour s'en sortir dans la mondialisation inhumaine. Mais il y a plusieurs formes de patriotisme. Il y a le patriotisme d'une certaine extrême gauche, dans un certain sens. Mélenchon dit des choses justes, même s'il est encore un peu internationaliste. Il y a Madame Le Pen. Et puis moi, je suis gaulliste. Qui dit des choses justes aussi qui dit des choses justes, bien sûr, évidemment. Mais je ne suis pas d'accord avec certains excès. Moi, je propose une voie patriotique républicaine. Je suis absolument convaincu que c'est celle-là qui l'emportera. Comme en témoigne d'ailleurs M. Beppe Grillo, en Italie. C'est pas quelqu'un d'extrême droite, c'est quelqu'un qui veut la justice sociale, mais qui veut protéger les peuples. Et le combat des peuples... C'est pas juste un démagogue aussi? Non, le combat des peuples, il est commun. Ce qu'on a à faire avec le peuple italien, espagnol, portugais, allemand aussi, qui vit très difficilement ce qu'on lui impose en Allemagne. C'est vraiment un combat, pas des pays les uns contre les autres, des peuples contre des dirigeants, encore une fois, qui ne vont pas dans le bon sens. Dernière question de politique intérieure, cette fois aussi, sur François Fillon, qui visiblement fait la politique des petits pas, en se rapprochant de 2017, sans le dire vraiment franchement, mais on a bien compris qu'il voulait se présenter en 2017. Est-ce qu'à votre avis, c'est un homme qui a les épaules pour être un homme d'État, enfin un président de la République? Vous savez, il y a beaucoup de personnalités en France qui ont les épaules pour être chef d'État. Mais Vous, le problème, par c'est pas ça. J'ai pas cette. J'ai été candidat, donc je pense savoir. C'est pas ça la question. C'est de savoir s'ils sont capables de se libérer du carcan de la pensée unique qui étouffe la France depuis 20 ans. Et de mettre fin aux féodalités financières, corporatistes, etc., européennes dont je vous parlais. Malheureusement, François Fillon ne veut pas changer le cadre. Donc s'il était président de la République demain, à moins qu'il change son programme, on verra dans les mois qui viennent, il aurait le même échec. Parce que regardez, Sarkozy a échoué, Hollande est en train d'échouer. On peut peut-être s'interroger. Il a été séguéniste pourtant, Fillon. Comment? Il a été séguéniste. Oui, mais il est Philippe couché Seguin, devant donc. l'Union européenne et Mme Merkel, plus que jamais. Et donc s'il ne change pas, les Français ne lui feront pas confiance. Nous sommes à la veille d'une révolution politique. Il faut la réussir, qu'elle soit paisible. C'est ça l'enjeu. Merci. Merci donc ce mot que vous avez prononcé plusieurs fois. On ne se couche pas devant l'Europe ou l'Allemagne. C'est votre côté gaulliste. Voilà. Merci. Merci Christian, merci Frédéric. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.